Très chers amis de Beffrovision, je suis très heureux de partager avec vous ce moment. On va parler de l'actualité cartésienne, de ses environs. Et vous voyez, il n'y aura que du positif. Au programme, Thérèse Wattier fête ses 100 ans. Portes ouvertes à la maison familiale rurale. Réhabilitation des bâtiments des anciens bains-douches en cabinet d'orthodontie. Repas de printemps des amis de Wilsbeck. Conférence à la médiathèque sur les Pokémon. Portrait d'un animal adopté à la SDA. Portrait des bénévoles par Lison, on parlera d'André. Annonce de Daniel Campin pour les Restos du Cœur. Le premier sujet, Thérèse Wattier vient de fêter ses 100 ans, entourée de sa famille et des élus. 100 ans, bravo Madame Wattier, un siècle. Quelle évolution depuis 1926, évolution technologique, des mœurs, des coutumes. C'est évidemment entouré de sa famille, de ses amis et de ses enfants qu'Agnès Gabé s'est rendue au trèfle d'argent en compagnie d'André et de plusieurs élus. Qu'en pensez-vous, Madame Wattier? Un reportage de Claude. Profitez bien de cette journée. Vas-y, Brian. Bon, c'est un joyeux anniversaire. Merci. Nous sommes là pour vos 100 ans. Ouais. Ouais. Quelle affaire. C'est vraiment une affaire, hein? En tout cas, vous avez la chance d'aller jusque-là, vous le savez? Oui, quand même. Hein. Bon, alors, est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur vos voyages que vous avez faits? Ça va, on en a fait pas mal. Ouais. Hein. On a fait surtout autour de Chambéry, tout ça. Parce qu'on a les enfants là-bas. D'accord. Bon, ben, ça vous a donné beaucoup de jeunesse hein, en faisant tous ces voyages, n'est-ce pas? Ah oui, Ouais. Bon. c'est agréable. Oh, ben, peut-être que nous, on ne les fera pas, ça. Hein? Il paraît que vous avez vu des baleines. Oui, Ouais. on a vu beaucoup de choses quand même. Vous étiez à Ushuaïa, c'est ça? Oui, Ouais. ça y est, oui. Ouais. On aimait bien les voyages, donc on les a fait. D'accord. Ouais, Ok. c'est Bon. tout. Allez, qu'est-ce que vous dites à vos enfants aujourd'hui? Dis merci. Bien. Voilà. Eh bien maintenant, qu'est-ce que vous dites à maman aujourd'hui? Les enfants, vous êtes là? Allez, c'est parti. Bah ça y est, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est Voilà, bon, que faire d'accord. comme elle. Un bon anniversaire et puis voilà, une excellente journée, tous ensemble. Ok. Voilà, on réunit toute la France. Mais pareil, cher monsieur, bon anniversaire. Là, encore quelques années parmi nous. Bon. En tout cas, nous vous souhaitons encore beaucoup d'années. Ah, je crois pas. Ah, vous croyez pas? Si nous, on y croit, nous. Oh bon, Bon, allez, bon anniversaire. merci. Un mot pour maman. Oh, bah qu'elle est bien, qu'elle reste bien encore auprès de nous. Et puis aujourd'hui, pour ses 100 ans, on a réussi à réunir les enfants et les petits-enfants. Et c'est bien, ils viennent de la France entière, donc c'est super. Tiens, Super fête. ben. Alors, des centenaires dans votre établissement, c'est courant? C'est courant, on en avait fêté un l'année dernière, on en fête un à nouveau aujourd'hui. C'est un honneur d'accueillir des personnes qui ont autant d'expérience et qui peuvent partager autant de souvenirs, autant d'anecdotes. Et puis ce que je souligne aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette famille réunie qui vient des quatre coins de la France et qui montre des liens solides et qui permet de montrer une certaine fraternité même quand on vit en maison de retraite. Bien. Encore une centenaire, hein? Ben oui, tu vois, c'est souvent qu'on vient ici quand même au trèfle pour des centenaires. Hein. Et moi, je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici parce que déjà, c'est rare d'avoir des centenaires, mais d'avoir encore ses enfants autour d'elle. Ouais. Tous ses enfants, ses petits-enfants, et franchement, il y a du monde. Et on est très heureux pour elle. Et j'espère qu'elle va encore vivre longtemps. Et là, elle a beaucoup de souvenirs parce que je sais qu'elle a beaucoup voyagé. Et elle nous racontait un petit peu ses anecdotes tout à l'heure. Et franchement, elle a voyagé très très loin. Et ça, c'est très 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 bien. Donc maintenant, on est venu entouré des élus. Et puis, merci à M. Lietins de nous accueillir aujourd'hui dans son établissement. Et puis, bonne fête. D'accord. Les élus ont peut-être un mot à dire. Ah bah oui. Hein. Voilà. Alors,
Un petit mot. On me prenait au dépourvu là. On est très fiers en tout cas avec la municipalité d'être venue aujourd'hui pour cet anniversaire des 100 ans de Madame Moitié. Oui, comme on l'a dit mes collègues, je pense qu'on est content de participer à cet événement où les enfants, les petits-enfants, enfin tout le monde s'est réuni des quatre coins de la France pour passer ce moment avec elle et c'est magnifique à voir. Bien, on est très heureux d'être parmi tout le monde aujourd'hui, toute cette famille qui est réunie. 100 ans, c'est magnifique. On rêve tous d'arriver à 100 ans, hein, André. C'est un rêve pour tout le monde. Et surtout que quand on voit la dame qui a encore toute sa tête et qui est là bien, franchement, on dit bravo et puis c'est plein de bonheur pour tout le monde. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. 100 ans, c'est magnifique. 100 ans de partage, de souvenirs, de découvertes. Et puis voilà, c'est magnifique. Voilà, un joyeux anniversaire. Je crois qu'ils ont tout dit aussi. Mais bon, c'est toujours un plaisir de venir voir nos aînés qui fêtent leurs 100 ans entourés de leur famille. Et puis cette joie communicative qu'ils ont. Et puis voilà, on lui souhaite encore un joyeux anniversaire. Et puis... que la famille profite de chaque instant passé à ses côtés. Et puis voilà, et encore bravo. À mon tour de dire bon anniversaire à Madame Moitié. Donc, 100 ans, c'est pas un an, hein, c'est un multiplié par 100. Donc, il faut dire que on est fiers de voir qu'on a encore des gens qui peuvent nous parler du passé. C'est très bien tout ça. Donc, bon anniversaire et surtout bonne fête à toute la famille. Joyeux anniversaire. Merci. Il y avait du monde à l'Institut rural. En effet, la MFR organisait ses portes ouvertes afin de présenter leur installation et parler des différentes possibilités qui sont proposées sur le site. On va se rendre sans tarder sur place pour suivre l'interview d'une représentante sénégalaise de l'Union des MFR, Jacques Engar, le président actuel, sans oublier notre ami Alexis Sudry, son directeur, et Jean-Marie Dewal, qui est administrateur. C'est à toi, André. À toi la parole. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à la MFR et c'est une journée portes ouvertes. Et nous avons devant nous des personnalités des maisons rurales. Alors, la nouveauté ici, là, c'est que nous avons la présidente des maisons rurales du Sénégal. Alors, c'est un honneur qu'elle nous rende visite quand même, n'est-ce pas? Je vais d'abord lui demander de se présenter. Bonjour, je suis Madame Bintou Badji, je suis la présidente de l'Union nationale des maisons familiales rurales du Sénégal, agricultrice dans une région du sud, Ziguinchor, et dans la commune de Thionkessil. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène vraiment ici? Bon, je suis venu là étant invité du CCFDR pour une émission dans le programme TAPSA. Et j'en ai profité quand même pour faire passer quelques minutes, une demi-journée avec Jean-Marie à la MFR de Le Cateau. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Parce que j'ai visité la MFR. J'étais venu ici, si je me rappelle bien, en 2012. Ce n'était pas pareil. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé vraiment de gros investissements. Et ça me séduit vraiment. Je ne peux même pas avoir le mot pour qualifier les investissements qu'ils ont mis ici. Et là, je demande vraiment à la population d'être prêt à côté de cette maison familiale, derrière ses administrateurs, derrière le directeur, l'accompagner vraiment à porter haut le projet de cette maison familiale. Parce qu'elle est là pour le développement du territoire. Et aussi, je félicite beaucoup le directeur qui redouble beaucoup d'efforts derrière ses administrateurs qui l'accompagnent. Et félicitations, directeur. Merci. Et félicitations aussi à Jean-Marie et au président, M. Jacques, qui n'aménagent pas leurs efforts quand même pour améliorer la formation des jeunes. Et je suis très surprise, très surprise. J'ai fait le tour des maisons familiales, de quelques maisons familiales en France, mais c'est une exception. Ce que je trouve ici, c'est une exception. L'exception ici, c'est que ça change tous les jours. Oui.
Il y a toujours quelque chose de... Quelque chose de nouveau. Voilà, Ouais. ok. Merci beaucoup. Bon, n'est-ce pas, Alexis? Merci d'être venu aujourd'hui avec nous voir chaque année. Hein. Mais la grande chose aujourd'hui, c'est ta venue, Bintou. Ça nous fait vraiment plaisir que tu viennes du Sénégal nous rendre visite. Parce que les maisons familiales, c'est 430 maisons familiales en France, mais c'est 1000 dans le monde. Et on oublie souvent de le dire. Donc il y en a quand même plus à l'étranger qu'en France. Et puis la grande nouveauté cette année, c'est notre BTS qu'on a porté avec le conseil d'administration et puis Serge Chiméon, notre maire, pour l'ouvrir à l'initial, en formation initiale. Donc il est ouvert, il ouvrira à la rentrée prochaine, ce qui offre un diplôme de niveau supérieur encore sur le CATO, dépourvu beaucoup de BTS. Donc là, il y a un BTS de plus en production animale qui va ouvrir à la rentrée. Donc sous statut initiaux, donc un lycéen classique qui peut venir se former sans contrat d'apprentissage. Tu sais qu'on l'avait un contrat d'apprentissage. Là, ils pourront venir sous statut scolaire se former chez nous avec 15 places en première année et 15 places en deuxième année ouvertes par la DRAF, le ministère de l'Agriculture. Bon, à part ce changement, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Bon, on a inauguré notre amphi, c'était notre 60e anniversaire en 2025. Donc là, on est parti sur un nouveau projet qui s'appelle Des Racines et des Ailes, qui est consultable sur notre site internet. Donc ça a apporté des valeurs à nos jeunes pour en faire des talents. Tout simplement, nous on est juste là pour les aider à grandir et tu sais qu'on a un soin particulier pour les enfants aussi à besoins éducatifs particuliers. Ici, on prend vraiment du temps pour accompagner ces publics-là parce qu'il faut absolument qu'ils trouvent une voie professionnelle pour leur futur, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que ce que dit Bintou, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on n'a souvent qu'une maison familiale dans son village, mais on fait guise un peu d'exception grâce à l'école de Cascade aussi avec ce partenariat qui a été très intelligent, que les administrateurs ont accepté de faire en 2017. Ça nous offre aussi des moyens que peu de maisons ont pour offrir le meilleur cadre de vie possible à nos jeunes et à nos équipes. Donc voilà, ça je veux le souligner. Et puis là, maintenant qu'on sait la nouvelle mandature aussi qui est dans notre ville, on va pouvoir continuer à travailler encore 6 belles années avec la municipalité. Ouais, 7 années même, mais ça permet d'envisager des projets à long terme. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, souvent on raisonne à 1-2 ans, et ça c'est pas bon. Il faut raisonner sur des projets à long terme, et c'est ce qui fait que malgré les hommes qui passent, les projets restent, et la maison familiale restera sur son territoire. Donc ça c'est important. Bon, alors depuis septembre, quel est le volume d'étudiants ici? 320 élèves. Et on accompagne une trentaine de jeunes au parcours à l'installation avec la Chambre d'agriculture. Toujours 3 filières, sport, cheval, et puis forcément la filière de base qui est l'agriculture, qui est notre base déjà du conseil d'administration et qui est notre base aussi de formation ici au CATO, quoi. Ce qui nous amène à Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez comme votre projet ici? Ah ben des projets, on en a un par jour. Mais mais le projet, bien sûr, c'est toujours de développer nos formations et aussi correspondre aux besoins du territoire. Bon, nos projets, c'est toujours l'internat qui nous tient à cœur parce que c'est la pierre angulaire pour le développement et pour le bien-être de nos élèves et le développement de l'école de Cascade. En projet aussi, on a quelques idées par rapport au centre équestre. On a encore quelques points d'amélioration, moderniser, embellir, sécuriser. Enfin voilà, on a encore un gros chantier par rapport pour les quelques années qui viennent. Donc je voulais en même temps saluer Madame la Présidente, où on a pu échanger énormément. Dans notre projet qu'évoquait Alexis, l'assise, c'est nos valeurs. Donc aujourd'hui, on est en plein échange avec le Sénégal sur les valeurs des maisons familiales. Bien sûr, il y a une dimension énorme entre le Sénégal et nous, ce qu'on peut faire ici, mais dans nos valeurs, il y a la coopération. Et je pense que ça reste dans nos cœurs et on tient à développer avec les maisons familiales du Sénégal, tous les projets, partir sur des valeurs simples et éduquer les jeunes, les apprendre dans leur métier, développer leur territoire. Avec Madame la Présidente, on a échangé sur tous ces propos et bien sûr, il y a toujours besoin de financement, il y a besoin voilà, il faut qu'on ait en tête cette coopération. Vous avez aussi des échanges d'étudiants, non? Pas pour le moment avec le Sénégal, mais c'est envisageable. Enfin, parce que ça se fait pas, parce que actuellement les échanges sont structurés avec les régions françaises. Chaque région a un pays. Voilà. Voilà. Donc peut-être il faut faire bouger les lignes, tout simplement, mais on y arrivera.
Je suis Jean-Marie Dewaal, donc un administrateur à la MFR et je suis en collaboration avec les autres administrateurs et avec notre président et notre directeur pour le développement de la MFR. Et comme Jacques disait, tous les jours, il y a un nouveau projet. Dire que c'est Jean-Marie qui est à l'origine de la venue. Voilà. Oui, puisqu'il s'occupe et il a déjà mené des actions autres que les maisons familiales, mais des actions importantes pour développer, pour aider dans la coopération au Sénégal. Alors vous êtes allé la dénicher au Sénégal? Ah oui, du fait que j'allais au Sénégal, j'ai tenu à rencontrer Bintou et c'est comme ça qu'est née nos rencontres. Et aujourd'hui, Bintou est venue en France. Je l'ai amenée au Cateau. Bien. Alors elle est venue au Cateau. Alors le souvenir que vous garderez du Cateau, ça serait lequel, le plus gros? Le plus gros souvenir que je garderai du Cateau, c'est d'abord l'engagement de l'équipe technique à travers le directeur, l'engagement des administrateurs et aussi la fierté des élèves. Parce que je les vois dans les classes, dans les salles où ils sont motivés, ils sont bien encadrés. Je suis que derrière la maison familiale de Cateau, les jeunes pourront réussir autrement. Ouais. C'est surtout qu'on a établi une charte ici. Voilà, exactement. On a nos valeurs. Enfin, on respecte nos valeurs. Il n'en faut pas 36. Hein. Il en suffit de 2 ou 3 et les respecter et tenir une ligne de conduite. Mais ce que je voulais dire à Bintou, c'est que c'est les projets qui font l'argent et pas l'argent qui font les projets. Donc d'abord, il faut avoir les idées. Après, il faut avoir les hommes pour les porter. Et souvent, l'histoire des maisons familiales, ça a été porté par le territoire, par les maisons, et non pas par les fédérations et par l'Union à Paris. Donc il faut absolument que ça vienne des hommes et des femmes qui sont déjà engagés pour collaborer ensemble. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses, et c'est comme ça que les projets simples, sans parler de financement, des projets d'échange, tout simplement des échanges humains de Sénégalais qui peuvent venir ici ou de nos élèves qui peuvent aller au Sénégal. Moi j'ai eu la chance de découvrir 5 années d'affilée le Sénégal et le Cap Skirring, qui est la Casamance, de la partie dont est d'origine Bintou. Donc il y a des valeurs humaines extraordinaires qui se sont un peu diluées ici en France, et une piqûre de rappel pour nos élèves, ça leur ferait pas de mal. Voilà. Non, mais c'est l'ouverture au monde, c'est très important. Hein. Ouais. C'est un projet entier de l'Union nationale des maisons familiales, l'ouverture au monde et aux autres. Et voilà, et on a plein de valeurs communes et plein de valeurs à échanger aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion. Mais Jacques et Bintou, sans se voir, parce qu'ils se sont rencontrés après, 1 heure après notre rencontre, elle m'a dit la même chose que Jacques, la même phrase. Les projets, ça demande un temps long. C'est une phrase qu'ils ont en commun, et souvent on raisonne trop à court terme. Il faut vraiment raisonner sur 10, 15 ans. Et après, les techniciens, on doit le raisonner peut-être en 3 projets de 5 ans. Mais la vision, c'est 10-15 ans, quoi. Ouais. Avant ça, on ne fait pas grand-chose. Nous, on a mis 10 ans là pour faire ce qu'on a fait, les investissements, et ils avaient mis 50 ans à asseoir une image de la maison familiale. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand il faut un demi-siècle pour faire une image, on peut la détruire en 30 secondes, et il faut beaucoup de temps pour la construire. Ouais. Donc voilà. Donc Jacques va conclure. Bien sûr qu'on va conclure avec une note d'optimisme. Aujourd'hui, c'est notre porte ouverte, donc on est surtout, c'est nos fondamentaux. On accueille les familles, on accueille les jeunes, donc ça, on leur fait découvrir nos locaux, nos formations. Et aujourd'hui, on est énormément satisfait de pouvoir ouvrir notre BTS en formation initiale, hein, puisqu'on a eu le dernier accord du Conseil régional. Donc on ouvre à la rentrée de septembre. Donc encore un nouveau challenge. Et encore un projet à faire aboutir. Voilà, vive la maison familiale du Cateau. Ben je vous dis que toutes les minutes vous avez une idée, donc ça va marcher. Ça va marcher. Allez, merci à vous. Vous les avez peut-être connus lorsqu'ils fonctionnaient encore. Claude Delcourt m'en parlait. Nos bains-douches situés rue de la République avaient bien leur utilité lorsque l'eau courante n'était pas distribuée dans chaque logement. Alors, évidemment, nous, on a la facilité d'ouvrir le robinet, mais quand nos anciens étaient obligés d'aller chercher de l'eau à la pompe, eh bien c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il est tellement simple d'ouvrir le robinet. Les bâtiments ont ainsi été vendus, rénovés,
Ils accueillent aujourd'hui un cabinet d'orthodontie. Retrouvons le docteur Amir André d'Ouskam, qui est interviewé par notre ami André. Docteur Douskam, l'orthodontiste au Cateau Cambrésis. D'accord. Vous avez bien dit orthodontiste. Alors pour la personne lambda, qu'est-ce que ça veut dire orthodontiste? Orthodontiste, c'est vulgairement celui qui vient aligner les dents. Mais nos missions sont un peu plus élargies que ça. On a un travail de prévention dans un premier temps qui est d'analyser et d'évaluer la santé, enfin l'hygiène bucco-dentaire de nos patients. Donc c'est principalement sur la technique du brossage et la maîtrise du brossage. Et après, on va évaluer les fonctions donc essentielles de la face, c'est-à-dire donc la mastication, la ventilation, notamment la ventilation nasale, donc la manière dont les enfants respirent par le nez, enfants et adultes évidemment. Et voilà, c'est principalement ça. Et après, le travail est après de venir emboîter correctement les mâchoires, donc la mâchoire du haut avec celle du bas, pour que les dents soient bien stables et bien alignées. Alors, quelle est finalement la grande différence entre dentiste et orthodontiste? Donc le dentiste, il va avoir un travail plutôt dans le soin, et nous, on va être plutôt, je vais dire, sans prétention, mais plutôt d'architecte et de mise en place des mâchoires. Donc on a travaillé tous les deux dans le même organe, mais on ne regarde pas du tout les mêmes choses. Bien. Alors, une petite question très amusante. Est-ce que le Cateau vous plaît? Oui, absolument. Le Cateau, je dirais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est surprenant. C'est surprenant d'avoir sur un village, on va dire, de 8000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça 7000, ouais, c'est ça. D'avoir un musée aussi magnifique que le musée Matisse, d'avoir un hôpital et une clinique, d'avoir quand même des soins et une offre assez étoffée pour une ville qui est entre guillemets si petite. Moi, je vis en région parisienne et je dirais mon seul regret, c'est que les connexions de train ne soient pas optimales. Mais sinon c'est un très beau cadre de vie, je dirais. C'est ce lieu qui, je pense, est intéressant pour les Catésiens. Donc, c'est les anciens bains-douches de la ville. J'ai eu la chance, par l'intermédiaire de mon assistante, d'avoir pu rencontrer le maire qui, à ce moment-là, voulait trouver une suite à ce bâtiment. Donc ça correspondait très bien à ma logistique parce que c'est un plateau qui permet de pouvoir accueillir les patients sur un seul étage. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, ça c'est plus pour l'histoire, c'est que les bains-douches à la base c'est une création. Donc l'idée de l'État derrière ça, c'était de pouvoir proposer d'apporter de l'eau aux ouvriers qui avaient du mal à on va dire, avoir de l'hygiène corporelle, notamment pour éliminer des maladies importantes comme le choléra et la tuberculose. Ici, finalement, 50, 60 ans plus tard, on fait un peu la même chose. On est aussi dans un travail de prévention. C'est plus pour des maladies graves, mais c'est pour l'hygiène bucco-dentaire et pour le soin dentaire. Donc j'ai envie de dire, l'histoire du bâtiment continue. Donc nous sommes passés de bain-douche à bain-bouche. Les bains de bouche, exactement. Mais attention, les bains de bouche, c'est seulement une prescription médicale. Il faut pas en abuser. Alors voilà, on se souvient quand vous venez de la rue du Maréchal Mortier et vous avez atterri ici. Alors qu'est-ce qui a changé de là-bas à ici? Là-bas, déjà, j'étais locataire, donc c'était pas ce que j'espérais à titre professionnel. Et le plateau technique était assez déficient, assez vétuste, on va dire. Et donc l'opportunité m'a été offerte à travers Mathieu Davoine et Karine, qui est mon assistante, de rencontrer le maire qui m'a proposé après ce bâtiment, qui correspondait parfaitement à mes attentes, dans le sens où il y avait un plateau sur un étage, et donc je pouvais m'installer de manière confortable pour accueillir les patients dans de bonnes conditions avec un plateau technique moderne et adapté. Bon, vous n'avez pas changé la devanture en tout cas? Non, bien sûr, il fallait respecter le caractère du bâtiment. C'était et les contraintes des architectes bâtiments de France et une volonté personnelle
On vient pas dans un bâtiment comme ça en changeant tout l'édifice. Il fallait garder le caractère des bains-douches et le caractère originel du bâtiment. Donc la façade a été conservée, a été reprise à l'identique, tout a été rénové. On a essayé de garder donc la plaque de l'architecte qui a construit le bâtiment initialement, et voilà, et certains petits symboles du bâtiment que vous verrez peut-être au cours de la vidéo. Nous vous souhaitons une très bonne continuation alors. Merci à vous. L'association des Amis de Wilsbeek, qui a pour objectif de tisser des liens d'amitié entre Le Cateau et la ville belge de Wilsbeek, cette dernière, il faut savoir qu'elle est très dynamique, elle compte actuellement plus de 80 membres. C'était l'occasion, avec l'arrivée du printemps, d'organiser un bon repas. On va retrouver notre reporter qui fait l'interview de Danine Druen, sa présidente. À vous les images. Alors aujourd'hui pour les Amis de Wilsbeek, c'est la 16e édition de notre repas du printemps. Et nous avons la chance d'avoir le soleil avec nous aujourd'hui, température un peu fraîche mais néanmoins le soleil. Et puis de toute façon l'ambiance est dans la salle. Donc nous sommes près de 75 convives, donc des adhérents mais également des sympathisants. On a d'ailleurs 3 nouveaux adhérents depuis une semaine environ, voilà, qui sont venus pour le repas. Alors, pour le repas, d'abord un apéritif, on ne peut pas passer à travers. Ensuite, c'est un éclair salé aux rillettes de saumon, une poulet basquaise, façon basquaise, avec du riz et avec des légumes. Et en dessert, nous aurons une religieuse. Alors, la décoration des tables, là, c'est notre ami Bernard qui a décoré les tables comme chaque année avec des pliages de serviettes pour agrémenter la vue, la table, pour que ça soit agréable lorsque nous arrivons. Pour cette année, fin avril ou début mai, nous allons nous rendre, comme chaque année, au théâtre à Lille pour une comédie. Ensuite, au mois de juin, on va faire notre soirée salé-sucré. Début juillet, certainement une marche et puis suivie d'un pique-nique, d'une sortie champêtre. Et puis ensuite, on enclenchera tout de suite sur la Saint-Mathieu. On y sera très vite, en fait. Donc voilà les nouveautés, le programme, on va dire. Alors, les Amis belges, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Nous avions invité Monsieur le maire avec une délégation du conseil municipal. Malheureusement, ils ont d'autres obligations aujourd'hui même à Wilsbeek, donc n'ont pas pu se joindre à nous. Mais néanmoins, je reste en contact avec eux et j'espère bien, et c'est le souhait de tout le monde, qu'on puisse recréer très rapidement des liens avec la ville de Wilsbeek. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça devrait bien se passer parce que y a une bonne ambiance. Et puis, merci à Beffroi Vision de toujours répondre présent lors de nos différentes manifestations. Merci beaucoup. Les Pokémon, vous connaissez? Connus au Japon sous le nom de Pocket Monsters. C'est une franchise qui a été créée en 1995 par un Japonais, présente en particulier en jeux vidéo, dans des séries éditées par Nintendo. Selon les statistiques, écoutez bien, de Nintendo, en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. La franchise est également déclinée sous forme de manga et de jeux de cartes à collectionner. Au Cateau, une conférence était organisée à la médiathèque. On va retrouver tout de suite Thierry Langrand qui nous en dit un peu plus. À toi Thierry. Eh bien, ce samedi 28 mars, je vais évoquer un événement important, le 30e anniversaire de la création des Pokémon. Il faut savoir, tout le monde connaît les Pokémon, puisque ces petites créatures ont envahi le monde entier depuis précisément le 27 février 1996, donc il y a 30 ans. Bon, c'est un phénomène, une création, vous savez, on est dans le monde des jeux vidéo, des dessins animés, et puis malheureusement, ce qui gâche un peu le plaisir, c'est que ce qui était une aimable aventure, un amusement pour les enfants, est devenu aujourd'hui une énorme affaire commerciale. C'est la première franchise commerciale du monde. Donc pour revenir à ces Pokémon, ils ont toute une histoire et même une préhistoire. Alors si je fais un sondage dans la rue, je demande aux gens c'est quoi les Pokémon? Bah oui, des petites bestioles, des cartes, des trucs à acheter, des gadgets, des dessins animés. Mais il faut savoir que derrière ces apparences, en quelque sorte, se cache une aventure, une création
peu connues, à commencer par l'histoire du créateur des Pokémon, dénommé Satoshi Tajiri, un japonais évidemment, avec un nom à consonance japonaise. Et alors il a une histoire personnelle assez intéressante qui va expliquer toutes les caractéristiques des Pokémon. Vous savez, les Pokémon évoluent, ils sont nombreux, ils ont des noms compliqués, ils se battent. Et puis, il y a des sentiments, une aventure sentimentale chez les Pokémon. Vous savez, vous connaissez Sacha, le petit garçon qui, depuis 30 ans, a toujours 10 ans. Vous savez, il a cessé d'évoluer. Et puis, en étudiant, vous savez, ça fait à peu près 6 mois que j'ai appris que je devrais plancher sur l'aventure des Pokémon. Alors, je me suis plongé dans toutes sortes de documentation, elle est très, très foisonnante sur l'histoire des Pokémon. Et alors, finalement, je me suis mêlé à la mythologie grecque, à la philosophie. Je vais même vous parler de Platon, vous savez, le philosophe Platon. Et puis même de Fénelon. Vous voyez, Fénelon apparaît, c'est pas un Pokémon, mais il apparaît dans ma présentation. Et puis, cette aventure, elle est très paradoxale, puisque pour le grand public, c'est des petites bestioles, ce sont des dessins animés, c'est très joli. Mais en fait, il y a une vision du monde parfois un peu inquiétante. Et puis aussi, vous savez, je suis un peu féru de psychologie. Bien, la psychologie enfantine, elle se révèle dans les Pokémon. Donc, je vous raconterai quelques anecdotes qui montrent que l'affection que les enfants peuvent avoir pour les Pokémon, quelquefois, ça se traduit par des coups de poing dans les cours de récréation, malheureusement. Mais c'est aussi un révélateur de questions que les enfants peuvent se poser. Vous voyez, c'est assez fascinant. Alors, il n'y a pas que les enfants qui s'occupent des Pokémon. Maintenant, c'est surtout une question d'adultes, ou disons d'adolescents ou de jeunes adultes. En particulier avec le lancement, il y a tout juste 10 ans, en 2016, du fameux jeu Pokémon Go, qui a révolutionné l'approche de toutes ces petites bestioles. Et alors, on est passé simplement d'un monde de cartes à collectionner, puis de dessins animés. Là, c'est un travail, une activité physique, si j'ose dire. Vous savez, il paraît que nos contemporains manquent d'activité physique, qu'on est trop sédentaire. Eh bien, un miracle, en 2016, avec le lancement, c'était à l'été, je m'en souviens très bien, l'été 2016, toute la jeunesse du monde entier s'est mise à parcourir les campagnes, c'était assez extraordinaire, à la recherche de supposés Pokémon qui devaient apparaître au fil des chemins, même au fond des canaux, au fond des rivières, dans les forêts, ce qui fait d'ailleurs que après, un peu, le public s'est civilisé, mais au tout début du lancement du jeu, on entendait dans les médias, à la radio, à la télévision, où on lisait dans les journaux des anecdotes concernant des jeunes qui se perdaient dans des terrains militaires, sur des frontières interdites, des champs de mines. C'est extraordinaire. C'est pour vous prouver la passion que ces petites créatures vont provoquer chez des milliers, des millions d'admirateurs. Alors côté pratique, je vous parlais tout à l'heure de la franchise, oui, des millions, parce que des millions de dollars surtout, puisque Nintendo, la maison mère des Pokémon, est responsable de l'enfouissement, si je peux dire, de centaines de millions, si ce n'est de milliards de dollars dans ces tire-marquesses. Vous savez, on achète des cartes Pokémon, on les échange, mais il y a surtout tout un jeu de spéculation. Et puis donc voilà un large sujet qui sera évoqué ce matin. Et on terminera même sur une question extrêmement philosophique. Quel rapport les Pokémon entretiennent-ils avec les différentes religions ? Eh bien, vous aurez la réponse si vous venez à cette conférence du samedi matin. Voilà, donc je vous souhaite une bonne attention et puis peut-être bientôt... Vous savez, c'est la 12e fois que je me présente à la bibliothèque pour une conférence du samedi matin. Donc, je finis par être un professionnel, un stakhanoviste de la conférence du samedi matin. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme de la médiathèque et puis vous verrez chaque dernier samedi du mois un passionné qui présente un sujet tout à fait original, tout à fait varié d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas à venir à la médiathèque, vous y serez toujours bien reçus.
Depuis quelques mois, nous vous proposons régulièrement un portrait d'animal à adopter à la SDA, Société de défense des animaux. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de Riley, un husky de 5 ans. C'est tout de suite. Alors bonjour, je suis Clémence Lefebvre, donc je suis membre du conseil d'administration de la SDA d'Estourmel et je suis responsable des bénévoles au sein du refuge. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur, le grand honneur de vous présenter Riley, que voici, il tombe à pic. Riley qui est un husky de 5 ans, qui est arrivé chez nous donc, en août dernier avec ses 2 frères. Donc en fait, ils ont été retrouvés dans un jardin complètement à l'abandon, en état d'incurie, cachexique. Et puis donc on est allé les récupérer tous les 3 en août dernier. Donc ces 2 frères ont trouvé des adoptants, mais Riley est au refuge depuis du coup 7 mois. Donc Riley, c'est un husky. Donc vous avez vu aux images qu'il s'est quand même bien rattrapé, puisque il est arrivé, il faisait une vingtaine de kilos et là on est à plus de 40 kilos, donc une belle bête. Il est calme, il est gentil avec l'humain. Quand il est arrivé ici, il a forcément fallu travailler la reprise de confiance avec l'humain, puisqu'il était dans un jardin sans aucun contact. L'idéal effectivement pour lui, ce serait de trouver une famille sans autres animaux dans un premier temps. Je pense qu'avec de l'éducation, ça peut se régler. Il n'est pas réactif plus que ça à ses congénères. Mais effectivement, de trouver un foyer dans une maison déjà et puis un jardin bien clôturé, puisque c'est du husky et qu'il y a quand même un risque de fugue. Voilà, il est très sympa. Il est gourmand, très gourmand. Je pense qu'on peut l'avoir avec ça, plus qu'avec la babale. Puisque effectivement il n'est pas très réactif au jeu, mais plutôt à la nourriture, sur laquelle il fait un peu de protection quand il est avec d'autres chiens. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Riley ? Donc effectivement il est à l'adoption. Vous pouvez nous contacter via l'adresse mail de la SDA. Alors on privilégie plutôt le mail que les appels téléphoniques parce qu'on est très très sollicité et que nous avons 6 salariés et on ne peut pas passer la journée à répondre au téléphone. On privilégie le temps qu'on passe auprès de nos animaux. Donc vous pouvez effectivement nous envoyer un petit mail, décrire un petit peu vos habitudes de vie, dans quelles conditions vous vivez, en maison, en appartement, si vous avez des enfants, si vous avez d'autres chiens ou pas. Et puis effectivement, si votre profil correspond, eh bien, on peut vous bloquer un rendez-vous pour vous présenter tranquillement Riley. Et voilà, je pense que 2-3 rendez-vous seraient nécessaires pour faire sa connaissance, puisque moi, il est en défouloir avec moi depuis 1 heure. Mais il va falloir qu'il s'habitue à vous, comme tous les autres chiens. Donc on pourra vous consacrer du temps avec lui et 2-3 rendez-vous pour faire une balade et pour faire connaissance avec lui. Alors maintenant que je vous ai présenté Riley, je vais aussi en profiter pour effectivement vous donner des nouvelles de Talia. Talia qui s'est fait opérer donc en Belgique des 2 papates arrière. Donc Talia est revenue, on avait fait un appel aux dons pour son opération qui était quand même onéreuse, on était à 2 800 € de mémoire d'opération. Vous avez répondu à cet appel aux dons et on vous en remercie beaucoup, il nous manque un petit peu mais effectivement on vous remercie pour votre soutien et pour elle. Donc Talia va très très bien, elle est maintenant dans une famille d'accueil.
qui la choye et qui prend soin d'elle. Donc elle est enfermée dans un box suffisamment grand pour se mouvoir, mais pas trop pour ne pas se faire mal pour sa rééducation. Et voilà, donc tout se passe bien, on croise les doigts. Là, à l'heure où je vous parle, elle est de retour en Belgique pour une visite de contrôle. Et voilà, donc on est plutôt content de ça et on vous remercie. Peut-être vous sensibiliser aussi sur le coût d'un animal et d'un chien de cette taille qui peut être rapidement très coûteux annuellement. On dit qu'effectivement un chien de cette corpulence, on est aux alentours de 1 500 € de dépenses annuelles. Donc hors problème de santé, juste croquettes et puis frais vétérinaires, vaccins, traitements, tiques, puces, vermifuges. Donc on sensibilise bien les gens pour ne pas les mettre en difficulté et pour ne pas mettre en difficulté les chiens qui sortent du refuge, car on sait que effectivement ça peut être très coûteux. Donc voilà, on reste à votre disposition et puis on surveille nos mails de très près pour pouvoir vous présenter nos loulous. C'est le fidèle parmi les fidèles, toujours souriant, il passe même sur les chaînes nationales. Je veux évidemment de parler de notre ami André. Lisons en fait tout de suite son portrait, regardez. Cela fait plus de 30 ans qu'André Biangou est bénévole pour Beffroi Vision. Vous connaissez déjà sa voix et son visage, nous vous proposons maintenant d'en découvrir davantage sur sa personnalité. En quelques mots, André est un passionné curieux, à l'écoute des autres. Passionné par l'histoire ou la lecture, il est également incollable sur le sport. C'est en 1989 qu'il apparaît pour la première fois à l'écran. On vous le donne en mille, son premier sujet concernait le sport. Il présentait alors le club de basketball du Cateau. En tant que bénévole, André a à cœur d'informer les Catésiens, une façon de rendre service, d'aider. Cette expérience lui a d'ailleurs permis de faire de nombreuses rencontres et d'apprendre un tas de choses sur divers sujets. Il le dit lui-même, il a horreur de l'ennui et est très curieux. Avec cette activité, ce jeune retraité est donc comblé. En 30 ans d'expérience, André est devenu un couteau suisse au sein de Beffroi Vision. À la présentation du journal et de la page sport, ou en interview, aucun sujet ne lui résiste. Des anecdotes sur ses 30 ans à Beffroi Vision, André en regorge. En voici une. Alors qu'il interviewait l'adjoint au maire, un de ses téléphones s'est mis à sonner. Ce jour-là, il en avait 2 sur lui. Il en a sorti un de sa poche. Or, ce n'était pas celui-ci qui sonnait. Pendant qu'il cherchait l'autre téléphone fautif, l'adjoint au maire était parti. Aussitôt le téléphone trouvé et arrêté, André a rattrapé l'adjoint au maire. Après la présentation de ses excuses, l'interview a pu reprendre. Ce sont, je le cite, « les aléas du métier ». D'ailleurs, pour informer les téléspectateurs, les bénévoles n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut trouver le langage juste et la sensibilité pour chaque sujet et chaque interlocuteur, confie André. S'il confesse qu'avant d'être bénévole, il ne regardait que très peu Beffroi Vision, André a toujours reconnu l'utilité de la chaîne. Aujourd'hui, il est fier de faire partie de cette équipe qui résiste et persiste face aux médias nationaux. Vous l'aurez donc compris, André est un passionné curieux qui n'a pas fini de vous tenir informé dans la joie et la bonne humeur sans se prendre au sérieux, car André sait aussi vous divertir. Nous allons maintenant recevoir Daniel Campin qui est derrière et qui s'impatiente, qui est responsable des Restos du Cœur et qui va nous présenter le bilan de la campagne d'hiver, mais qui va également évoquer le lancement de la nouvelle campagne d'été du 7 avril. Une très bonne nouvelle, il va également évoquer son remplacement. Je laisse Quentin faire l'interview. C'est à vous les enfants. Alors Daniel, bonjour, on vous retrouvait il y a quelques mois à l'antenne. Aujourd'hui, vous allez faire le bilan pour les Restos du Cœur. Oui, bonjour Quentin. Bonjour Beffroi Vision, bonjour les Catésiens. Effectivement, je suis venu
Comme chaque année, à la fin d'une campagne, je viens ici donner un peu les résultats et savoir un peu ce qui s'est passé au niveau du centre des Restos du Cœur du Cateau-Cambrésis. Alors, nous étions en novembre, j'étais venu vous dire que je cherche un successeur, c'est vrai, mais j'en parlerai plus tard. Donc, on a entamé la 41e campagne donc, en novembre, et après 16 semaines de distribution, nous avons terminé en début mars. Et donc, je donne quelques chiffres parce que c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé. Donc, pendant les 16 semaines de distribution, nous avions 177 familles inscrites, ce qui représente 398 à 400 personnes adultes et 20 bébés. Donc cette population de 420 personnes, ça représente 6% de la population catésienne. Alors, on a distribué 28 624 repas et nous avons manipulé 21 tonnes, plus de 21 tonnes de produits, ce qui est quand même assez conséquent. Nous sommes aujourd'hui 21 bénévoles et dès la fin de la campagne, le 3 mars, nous avons continué sur la collecte nationale qui s'est passée le week-end suivant, le 6, le 7 et le 8 mars. Et alors là, comme chaque année, nous étions dans 3 magasins et je remercie tout de suite les Catésiens, la générosité des Catésiens, parce qu'encore une fois, ils ont montré qu'ils étaient à la hauteur. Et nous avons pu ramasser 1315 kilos de produits, avec des boîtes, tous les produits alimentaires, bien sûr, plus les produits bébés, qui sont très importants. Donc, remerciements encore une fois aux Catésiens qui ont été vraiment très généreux, et ça, je me fais fort de le dire et de le répéter. Des remerciements aussi pour le fonctionnement de notre centre, c'est à monsieur le maire et puis à son conseil municipal. Remerciements aussi aux services techniques municipaux qui nous épaulent et qui nous donnent tous les moyens de travailler. Merci aussi bien sûr à nos 21 bénévoles. Je sais qu'ils vont nous regarder. Ils apprécient toujours qu'on les remercie et c'est vrai qu'ils font un travail remarquable. Merci aussi à nos généreux donateurs. Car comme chaque année, on récupère toujours un peu du pain, des pommes de terre, et ça nous aide vraiment dans nos distributions. Donc, ce que je vous disais au départ, c'est qu'effectivement, début janvier, voyant que personne ne se présentait pour me succéder, j'ai donc envoyé ma démission à Rennes. Une démission officielle, bien sûr. Hein. Et donc j'ai dit quand même que j'ai laissé quand même la porte ouverte à dire que s'il y avait quelqu'un qui venait, j'essaierais de faire la succession, quoi, et de l'aider. Et donc, juste début février, il s'est présenté une dame du Cateau qui est venue et qui s'est portée volontaire pour faire le job, quoi, pour me succéder. Et donc elle a fait les 2 dernières distributions avec nous, donc celle de fin février et celle de début mars. Elle a participé à la collecte nationale avec nous dans les magasins. Elle a participé aux inscriptions qui ont suivi pour la nouvelle campagne. Et elle est toujours en activité. Mais comment dirais-je, elle a vraiment été acceptée par tous les bénévoles, c'est très important. Et donc vraiment, elle est prête. On va la former, bien sûr, elle va se former avec les formations qui sont prévues par les Restos du Cœur, qui sont obligatoires. Et donc, elle ne sera disponible que fin 2027, début 2028. Je rigole parce que bon, ça me fait encore rester un peu 2 ans, mais c'est pas grave. J'ai dit que j'assurais la transition, donc je le ferai. Et je pense aux 177 familles qui sont là, qui ont besoin des Restos du Cœur. Voilà. Alors, je voulais rappeler une chose quand même, c'est qu'avant de commencer la nouvelle campagne, qui va débuter donc le mardi 7 avril, et là on sera parti pour 13 distributions et 26 semaines de distribution jusqu'au fin octobre 2026. Je voudrais quand même rappeler l'objet social des Restos du Cœur pour que chacun sache ce que nous faisons. C'est aider et apporter une assistance bénévole, je répète, aux personnes en difficulté en luttant contre la précarité et l'exclusion. Voilà, ça c'est l'objet social des restos et nous y tenons, nous avons la charte
Et nous la respectons impérativement. Voilà. Alors, on continue. Donc, à partir du 7 avril, on entre dans la campagne d'été. Et donc là, c'est pareil. On va faire en sorte d'aller chercher les produits AREM, etc., tous les 15 jours, avec les 2 camions que nous prêtent les services techniques, etc. Alors, une petite difficulté pour nous, c'est d'avoir des hommes, je dis bien des hommes, qui sont chauffeurs et qui vont chercher, qui prennent les véhicules utilitaires des services techniques et qui vont à REM et qui les ramènent. Ça, il nous manque, aujourd'hui, il nous manque 1 à 2 hommes. Si des gens qui sont disponibles le lundi après-midi, parce que ça ne se passe que le lundi après-midi, donc si on pouvait avoir 2 hommes qui viennent nous renforcer, ça serait bien, 2 hommes chauffeurs qui seraient disponibles le lundi après-midi. Voilà, mon appel est lancé. Donc voilà, donc on va continuer, on va faire la campagne d'été, et puis on verra bien le nombre de familles qui viendront nous voir. Pour l'instant, on a fait 110 inscriptions sur les 177 que nous avions avant de finir la campagne d'hiver. Ils viendront, je le sais, mais ils viendront à leur temps, à leur moment. Voilà, merci beaucoup. Si vous pouviez passer cette information, ça serait super pour moi. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous, Daniel. En tout cas, merci sur notre plateau. Beffroi Vision. Merci d'être passé sur notre plateau, et puis je pense que le message est passé. Merci. Foire aux plantes, salon du végétal et de l'artisanat, vous avez vu quelques affiches, les samedis 11 et dimanche 12 avril à la Rurale. Il faut savoir que l'entrée, elle est gratuite. Départ du Paris-Roubaix, des U23, le dimanche 12 avril. Il faut savoir que la commune du Cateau, pour la 4e année consécutive, va accueillir la 56e édition. Organisée par le Vélo Club de Roubaix-Lille Métropole, cette année encore, comme lors des éditions précédentes, une collaboration étroite a été mise en place avec le musée Matisse, notamment pour l'installation dans la cour du village VIP. En amont du départ, de 9h25 à 10h28, c'est précis, le public pourra assister à la présentation officielle des 22 équipes engagées, représentant un peloton de 160 coureurs provenant de l'Europe et au-delà, Belgique, Pays-Bas, États-Unis, Italie, Norvège, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, Slovénie, Danemark et évidemment de la France. Cette présentation se déroulera sur le carpodium du département avec la présence de formations reconnues. Le départ fictif sera donné à 10h45 en face du musée Matisse. Allez-y, place du commandant Richer, pour une boucle de 6,4 km au cœur de la commune. Mais le départ réel interviendra dans la foulée au panneau 50 rue du Corbeau à 11h précises. Le parcours proposera 159 km d'efforts dans 39 km de secteurs pavés répartis sur 25 portions. Évidemment, afin d'assurer la sécurité de l'événement, 55 signaleurs bénévoles seront mobilisés sur le parcours. Des restrictions de circulation seront à prévoir. Notez-le, centre-ville sera bloqué de 9h à 11h, autorisé dans le sens de la cour de 10h15 à 10h40 sur le reste du parcours fictif, avant une fermeture totale du circuit de 10h40 à 11h. La gare routière sera transférée exceptionnellement sur le parking de l'Agora du Palais des Sports du samedi 11 avril 9h30 au dimanche 12 avril 13h. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Pour les gens qui n'ont pas la chance d'habiter le Cateau, vous pouvez toujours nous suivre sur Dailymotion et YouTube. Je laisse la place à mon ami André. André, tu étais encore la vedette aujourd'hui. C'est à toi. À bientôt.